15 septembre 1944 5h47. Le lieutenant japonais Hiroshi Yamamoto était terré dans son bunker renforcé sur la crête du nez sanglant de Peleliu, convaincu du caractère inexpugnable de sa position. Pendant 3 mois, son unité avait fortifié ses grottes de corail, créant des champs de tir croisés, des positions bétonnées et des lignes de vue dégagées, s'étendant sur près de 750 mètres le long des plages du débarquement. Ils avaient étudié les tactiques américaines de Tarawa, Saipan et Guam. Ils s'attendaient aux tirs de fusil, aux mortiers, au bombardement naval. Ils s'étaient préparés à tout. Pourtant, cette confiance aussi solide que le béton de ces fortifications rappelait d'une manière tragique une autre certitude, celle qui avait bercé la France quelques années plus tôt derrière sa ligne Maginot. Comme les stratèges français, Yamamoto avait bâti une défense parfaite contre la guerre d'hier, ignorant qu'une nouvelle forme de conflit industriel et implacable était sur le point de déferler. À Sige-12, lorsque la première mitrailleuse lourde américaine ouvrit le feu depuis un angle totalement inattendu, Yamamoto assista horrifié à la désintégration de sa ligne de défense, si minutieusement construite en moins de 4 minutes. Le son de l'arme qui les pilonnait ne ressemblait à rien de ce pour quoi il s'était entraîné. Elle ne tirait pas par rafales courtes et contrôlée comme les mitrailleuses japonaises. Elle rugissait un vrombissement continu et tonitruant qui semblait lacérer l'air même. Et elle ne se contentait pas de clouer ses hommes au sol. Elle pulvérisait la roche corallienne, déchiquetait les positions renforcées et transformait ses soldats en souvenirs avant même qu'ils ne puissent identifier l'origine du tir. À la tombée de la nuit, Yamamoto écrirait dans son journal de combat retrouvé plus tard par le renseignement américain une phrase qui apparaîtrait dans des dizaines de documents japonais capturés tout au long de la campagne du Pacifique, Akuma no Buki, l'arme du diable. Ce qu'il ignorait, c'est qu'il venait de rencontrer la mitrailleuse lourde M2 Browning de calibre 50, une arme qui allait transformer fondamentalement le combat d'infanterie dans le Pacifique et anéantir tous les calculs défensifs de l'armée impériale japonaise. Voici l'histoire de la manière dont la puissance de feu industrielle américaine a créé une arme si dévastatrice que les soldats japonais en viendraient à abandonner des positions préparées au simple son de son rugissement distinctif, et comment un déluge de 450 projectiles de calibre 50 par minute a réécrit les règles de la guerre dans la jungle. La préparation de l'armée impériale japonaise aux assauts américains avait été méthodique, d'une précision d'horloger. Suite aux pertes effroyables de Tarawa en novembre 1943, où 690 défenseurs japonais furent tués en seulement 76 heures, le grand quartier général impérial avait distribué des modifications doctrinales complètes à tous. Les commandants de garnison du Pacifique, le colonel Kunio Nakagawa, commandant la défense de Peleliu, avait reçu ses manuels tactiques mis à jour en mai 1944. Ces documents méticuleusement préparés par la section de recherche tactique de l'état-major analysaient chaque assaut amphibie américain depuis Guadalcanal. Ils contenaient les spécifications détaillées de chaque système d'armes déployé par les Américains, le fusil Mangarand avec sa portée efficace de 450 mètres, le fusil mitrailleur Barr capable de tirer 550 coups par minute, la mitrailleuse 1919 de calibre 30 et sa cadence de 450 coups par minute. Les préparatifs de Nakagawa reflétaient cette intelligence. Ces 10 500 hommes avaient construit 500 positions renforcées à travers les 15 km² de Peleliu, avec une attention particulière pour le complexe de crête qui serait bientôt connu sous le nom de crête du Nez, sanglante. Chaque position était dotée de murs de calcaire corallien et de béton d'une épaisseur variant de 60 cm à plus d'1,50 m suffisant pour résister aux tirs directs d'artillerie de 75 mm. Selon les calculs des ingénieurs du bataillon de construction du capitaine Hideaki Suzuki, les positionnements étaient parfaits. Les mitrailleuses lourdes japonaises, type 92, tirant des munitions de 7 mm à 450 coups par minute, avec une portée efficace de 800 mètres, étaient placées de manière à créer des champs de tir entrecroisés sur chaque voie d'approche. Le manuel de Nakagawa spécifiait que l'infanterie américaine avançant à découvert pouvait être engagée à 550 mètres, neutralisée à 350 mètres et éliminée à 180 mètres grâce à des tirs de mitrailleuses coordonnés. Mais les calculs japonais contenaient une faille fatale.
Une erreur de paradigme qui ne deviendrait évidente que le 15 septembre 1944. Toute leur doctrine défensive reposait sur l'hypothèse que les capacités des mitrailleuses américaines étaient à peu près équivalentes aux leurs des armes, tirant des munitions de calibre de fusil à des portées inférieures à 0 mètre avec une capacité de pénétration limitée contre les positions fortifiées. L'armée impériale avait une vaste expérience de la guerre de mitrailleuses. Leur type 92 servait depuis 1932 en Chine, en Mandchourie et à travers le Pacifique. L'entraînement de l'infanterie japonaise mettait l'accent sur les tactiques de mitrailleuses, avec des compagnies dédiées dans chaque bataillon. Leur manuel de défense capturé après la bataille et aujourd'hui conservé aux archives nationales américaines consacrait 47 pages aux contre-mesures face aux tirs d'armes automatiques ennemies. Ce que ce manuel n'incluait pas ne pouvait pas inclure, c'était la moindre référence à une arme tirant une munition de calibre 5,0, un 2,7 mm, capable de perforer 2 cm de blindage, en acier à 450 mètres, de détruire des véhicules légers à 1400 mètres et de conserver une efficacité létale contre le personnel à des portées dépassant 800 mètres. Les Japonais n'avaient aucun système d'armes équivalent dans leur arsenal d'infanterie. Leur mitrailleuse la plus lourde tirait des munitions de 7,7 mm. Ils n'avaient littéralement jamais rien rencontré de tel que la M2 Browning. Les Américains étaient sur le point de leur faire découvrir une puissance de feu à l'échelle industrielle qui allait rendre 3 mois de préparation défensive totalement obsolète dès la première heure de combat. Partie 2. L'arme qui a tout changé. La mitrailleuse lourde M2 Browning de calibre 50 qui allait terroriser les défenseurs japonais à travers le Pacifique était née d'une nécessité de la Première Guerre mondiale. John Moses Browning avait conçu l'arme en 1918 comme une pièce antiaérienne, mais son véritable potentiel ne serait réalisé que lorsqu'elle fut adaptée pour le combat terrestre à la fin des années 1930. Les spécifications techniques documentées dans les archives du département de l'artillerie de l'armée révélaient une arme sans pareille dans l'arsenal de l'infanterie. La M2 tirait des cartouches 50 BMG Browning Machine Gun, des munitions mesurant un 3,8 cm de long, avec des projectiles pesant 43 grammes, soit plus de 4 fois le poids d'une munition de fusil standard. La vitesse à la bouche atteignait 887 mètres par seconde, générant près de 18 100 joules d'énergie cinétique par projectile. Plus critique encore pour le combat dans le Pacifique, la cadence de tir de la M2 variait de 450 à 550 coups par minute, dans sa configuration standard avec des modifications ultérieures, atteignant 600 coups par minute. Contrairement aux mitrailleuses plus légères qui tiraient par rafale contrôlée pour éviter la surchauffe du canon, le canon lourd et la construction robuste de la M2 permettaient des tirs soutenus de bandes de 200 cartouches, sans dégradation significative de la précision. La munition elle-même représentait un saut qualitatif en matière de capacité destructrice. Les tests du département de l'artillerie à Aberdeen Proving Ground, en 1939, avaient documenté les caractéristiques de pénétration des projectiles de calibre 50. Ils pouvaient percer 2 cm de plaque de blindage, sémentée à 450 mètres, un 3 cm à 900 mètres, et restaient mortels, pour le personnel, au-delà de 1800 mètres. Les modifications sur le terrain dans le Pacifique incluraient des munitions perforantes incendiaires capables de pénétrer des matériaux encore plus résistants. Ce qui rendait la M2 véritablement révolutionnaire pour le combat sur les îles du Pacifique, c'était sa polyvalence de montage. L'arme pesait 38 kg sans son trépied, lourde mais transportable, par une équipe de 3 hommes. Le trépied M3 ajoutait 20 kg, mais offrait une stabilité pour des tirs précis à longue distance. Plus important encore, la M2 pouvait être montée sur pratiquement n'importe quel véhicule des Jeeps, aux semi-chenillés, en passant par les chars créant des plateformes de tir mobile, capables de se repositionner rapidement sur la champ de bataille. Le lieutenant-colonel Louis Chesty Puller, commandant le 1e bataillon du 7e régiment de marine, avait spécifiquement demandé des M2 supplémentaires pour l'assaut de son unité sur Peleliu. Son rapport après action du Cap Gloucester en janvier 1944 avait documenté l'efficacité de l'arme contre les bunkers japonais, notant que le tir de calibre 50 pouvait pénétrer la roche corallienne et les fortifications en tronc de cocotier
qui arrêtait net les projectiles de calibre V30. En septembre 1944, la 1e division de marine débarquant sur Peleliu disposait de 48 mitrailleuses lourdes M2 réparties entre les bataillons d'infanterie, les compagnies d'armes et les supports de véhicules, soit près du double de la dotation standard d'une division. Cette concentration de puissance de feu représentait une capacité de destruction de 21 600 coups par minute, un chiffre que les défenseurs japonais n'avaient aucun cadre pour appréhender. La capacité industrielle soutenant ces armes était tout aussi impressionnante. L'usine de munitions de l'armée de Lake City dans le Missouri produisait des munitions de calibre 50 à un rythme dépassant les 500 millions de cartouches par an au milieu de l'année 1944. Chaque division de marine recevait une allocation prioritaire de variantes perforantes, incendiaires et traçantes. Toute la chaîne d'approvisionnement des usines américaines aux têtes de pont du Pacifique démontrait une supériorité logistique que les forces japonaises ne pouvaient égaler. Ce n'était pas seulement une arme, c'était le symbole tangible d'une nation entière, transformée en arsenal, la même force industrielle qui produisait les flottes de bombardiers au-dessus de l'Europe et les colonnes de chars Sherman qui libéraient la France. L'arme était prête, les munitions étaient abondantes, et les défenseurs japonais allaient apprendre pourquoi les marines américains l'appelaient la 50, avec une révérence proche de la dévotion religieuse. 15 septembre 1944, 612 Plage White, un Peleliu. Le sergent Raymond Fitzgerald commandait la position M2 de tête avec la compagnie K3 bataillon 5 marine. Son équipe de 3 hommes avait débarqué dans la 3e vague, manœuvrant leur système d'armes de 58 kg dans une eau leur arrivant à la poitrine, tandis que les tirs de mortier japonais labouraient la plage autour. 2. Fitzgerald transportait des munitions de calibre 50 depuis Guadalcanal. Il connaissait intimement les capacités de l'arme, chaque spécification technique, chaque particularité de son mécanisme de cyclage. Mais ce qui se produisit à Sige-12 allait dépasser même ses attentes les plus expérimentées. Les Japonais avaient laissé les 2 premières vagues débarquer suivant la doctrine défensive du colonel Nakagawa. Ils attendirent que les marines soient concentrées sur l'étroite plage avant d'ouvrir le feu depuis des positions préparées à 350 mètres à l'intérieur des terres. Les mitrailleuses type 92 de 3 bunkers différents ouvrirent le feu simultanément. Leurs projectiles de 7 mm fauchèrent les marines qui commençaient à peine à s'organiser pour l'avancée. L'équipe de Fitzgerald venait juste de verrouiller son trépied dans le sable corallien lorsque le feu japonais commença. À travers ses jumelles, il repéra les lueurs de départ des tirs d'un bunker renforcé sur la ligne de crête à environ 600 mètres de distance. Largement à portée efficace de son arme, mais au-delà de ce que la doctrine japonaise considérait comme dangereux pour leur position fortifiée. Chargée perforante, ordonna Fitzgerald. Son pourvoyeur, le caporal Daniel Hayes, introduisit la première bande de cartouches de calibre 50 dans le récepteur. Le claquement métallique distinctif de la poignée de chargement actionnée 2 fois résonna même par-dessus le vacarme de la bataille. À Sige-14, Fitzgerald pressa la détente. La M2 rugit un son différent de toutes les autres armes sur le champ de bataille. Un tonnerre profond et martelant qui semblait compresser l'air lui-même. L'arme se cabrait contre son trépied à chaque tir, mais restait suffisamment stable pour que Fitzgerald puisse diriger son tir directement vers le bunker japonais. Ce qui suivit fut documenté dans de multiples rapports après action et se répéterait des centaines de fois à travers Peleliu au cours des 2 mois suivants. Les projectiles de calibre 50 newtons ont pas simplement heurté le bunker renforcé de corail. Ils ont commencé à le détruire systématiquement. Des morceaux de corail explosaient vers l'extérieur. L'embrasure de tir si soigneusement construite s'élargissait à chaque rafale. En 15 secondes de tir soutenu, soit environ 120 projectiles, l'intégrité structurelle du bunker était compromise. Fitzgerald pouvait voir, et les défenseurs japonais à l'intérieur ressentaient certainement l'effet dévastateur de projectiles, transportant 4 fois l'énergie cinétique des balles de fusil. Le corail calculé pour arrêter le calibre 30 se brisait comme de la poterie sous l'assaut du calibre 50. Les sections en béton armé qui auraient dû être invulnérables à tout sauf à l'artillerie se fissuraient et s'écaillaient projetant des éclats mortels à l'intérieur. À Sige-16, le feu de riposte de cette position cessa.
Fitzgerald déplaça sa visée vers le second bunker, 650 mètres plus à gauche. Son canon chauffait déjà mais restait bien dans les paramètres opérationnels. Il avait encore 800 cartouches en bande prête, et la matinée ne faisait que commencer. Derrière lui, 2 autres positions M2 s'installaient. La symphonie du calibre. 50 était sur le point de devenir un Shure, et les calculs défensifs japonais allaient s'effondrer avec la certitude d'une preuve mathématique confrontée à la réalité. Avant de replonger dans le récit, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car nous vous réservons quelque chose de très spécial pour la suite. 16 septembre 1944 Julio Masuno. Les communications défensives japonaises interceptées par la section de renseignement des marines révélèrent quelque chose sans précédent dans les opérations de la guerre du Pacifique. L'opérateur radio, le soldat de première classe Thomas Brennan, affecté à l'unité de renseignement de la 1e division de marine, surveillait les fréquences japonaises depuis le débarquement. Ce qu'il entendit le matin du 16 septembre serait documenté dans des résumés de renseignements classifiés qui ne seraient déclassifiés qu'en 1973. À Septembre, une transmission japonaise depuis la crête du nez sanglant vers le poste de commandement du colonel Nakagawa utilisa une phrase qui frappa les analystes « Jigoku no Kikai », la machine de l'enfer. La transmission demandait des conseils tactiques immédiats pour contrer les mitrailleuses lourdes américaines, notant que 3 positions fortifiées avaient été détruites l'après-midi précédent, bien qu'elles aient été construites pour résister à l'artillerie. À 9-0, d'autres interceptions révélèrent une panique croissante. Une transmission traduite par des officiers linguistes de la Navy déclarait « Armes automatiques ennemies pénètrent position préparée. Fortifications coralliennes inadéquates. Demandons permission de nous replier sur position secondaire. » Cela représentait une rupture fondamentale avec la doctrine défensive japonaise qui insistait sur la tenue des positions jusqu'à la mort. Le lieutenant-colonel Harold Bucky Deacon, commandant le 2e bataillon Une Marine, documenta dans son rapport un incident survenu à 11h45. Son unité avançait vers une position de crête identifiée comme lourdement fortifiée par la reconnaissance aérienne. 3 M2 de sa compagnie d'armes s'établirent à environ 700 mètres et commencèrent un tir systématique sur les bunkers. Après 20 minutes de tir soutenu de calibre, 50 quelque chose d'extraordinaire se produisit. Des soldats japonais commencèrent à évacuer la position non pas en un repli organisé, mais dans une fuite éperdue. Les observateurs des marines comptèrent 17 soldats ennemis, abandonnant ce qui semblait être des fortifications intactes. Ce comportement contredisait tout ce que les marines avaient connu auparavant où les forces japonaises se battaient invariablement jusqu'au dernier homme. Le rapport de Deacon notait « L'abandon par l'ennemi de positions fortifiées sous le feu de mitrailleuses lourdes représente un changement significatif de comportement défensif. Les positions n'étaient pas détruites, mais rendues intenables par le tir soutenu de calibre 50. L'effet psychologique semble égal à la destruction physique. Le 18 septembre, le renseignement des marines avait compilé des rapports de tout le front de la division. Le schéma était constant. Les commandants de compagnie commencèrent à demander des tirs de M2 pour préparer les positions avant l'assaut, non pas pour les détruire, mais pour provoquer l'évacuation. Le capitaine Vincent Rousseau, commandant la compagnie Primeuse, 3e bataillon 7e marine, décrivit la nouvelle tactique dans son journal « Nous avons appris à reconnaître le son du succès. Quand les 50 se déchaînent, nous guettons les explosions secondaires ou l'évacuation ennemie. Dans les 2 cas, la position devient nôtre. L'impact psychologique de ces armes dépasse leur destruction physique aussi formidable soit-elle. Les Japonais avaient rencontré une arme qui ne menaçait pas seulement de mort. Elle promettait une forme de mort spécifique qui sapait leurs calculs. La poussière de corail des fortifications en désintégration emplissait les bunkers, le tonnerre distinctif du calibre. 50 pouvaient être entendus sur tout le champ de bataille. Et les soldats japonais, pour la première fois dans la guerre du Pacifique, choisissaient la survie plutôt que la défense de leur position. La stratégie du colonel Nakagawa s'effondrait non parce que ses positions étaient détruites, mais parce que ses soldats avaient découvert que la puissance de feu industrielle américaine avait transformé ces positions en pièges mortels plutôt qu'en fortifications protectrices. 22 septembre 1944 Joule plus 7. L'évolution tactique de l'emploi de la M2 s'était accélérée au-delà de tout ce que les planificateurs des Marines avaient anticipé. Ce qui avait commencé comme un appui-feu conventionnel
s'était transformé en un système complet pour briser la psychologie défensive japonaise. Les compagnies d'armes des marines à travers Peleliu avaient développé des procédures standardisées que les marines appelaient la « pluie d'acier ». La technique commençait par l'identification des positions fortifiées japonaises par la reconnaissance. Plutôt qu'un assaut immédiat, les équipes de M2 s'établissaient à des distances comprises entre 550 et 1100 mètres, des distances où le feu de riposte japonais était largement inefficace, mais où les projectiles américains de calibre 50 restaient dévastateurs de précision. Le schéma de tir suivait une séquence calculée. Des rafales initiales de 20 à 30 coups visaient l'embrasure de tir principale. Le corail et le béton étaient systématiquement érodés. Les tireurs déplaçaient ensuite le tir vers les zones adjacentes, travaillant méthodiquement sur toute la phase de la fortification. L'impact psychologique était calculé, les défenseurs pouvaient entendre et sentir leurs murs protecteurs se désintégrer, sachant que l'effondrement structurel ou la pénétration était inévitable. Le sergent d'état-major Walter Kowalski, commandant une section de M2, avait perfectionné la technique. Son rapport de combat du 25 septembre décrivait la réduction systématique d'un point fort japonais estimé à 40 à 50 défenseurs. Les 2M2 de Kowalski, établis à 700 mètres, commencèrent un tir coordonné à 6-20. « Nous tirions en alternance », déclarait son rapport. Une arme tirait des rafales de 50 coups sur l'embrasure principale, tandis que la seconde visait la bouche d'aération. Nous changions de cible toutes les 3 minutes. On pouvait voir la poussière de corail et les fragments être éjectés des 2 ouvertures. Après 18 minutes, environ 900 coups au total, nous avons observé l'évacuation de l'ennemi par une sortie arrière. La mathématique de la terreur était devenue quantifiable. Les officiers de renseignement des marines commencèrent à calculer le temps de suppression, la durée moyenne de tir de M2, requise pour induire une évacuation. Fin septembre, la moyenne était tombée à 15 minutes de tir soutenu. Les journaux de combat japonais retrouvés après la bataille fournirent la perspective des défenseurs. Le lieutenant Takashi Hayashi, commandant une section d'infanterie renforcée sur la colline 100, écrivit le 24 septembre « Les armes du diable américaines tirent sans cesse. Le son seul détruit le courage des hommes. Nos murs se fissurent et s'effritent. La poussière remplit tout. Nous ne pouvons ni respirer, ni voir, ni riposter efficacement. Les hommes supplient de se replier. J'ai refusé 3 fois. Combien de temps la discipline peut-elle tenir face à de telles armes? La position de Hayashi fut submergée le 26 septembre. Son journal trouvé à côté de son corps se terminait par une entrée datée du 25 septembre. Les armes du diable ont gagné. La discipline s'est effondrée. La moitié de mes hommes a fui pendant la nuit. Je ne peux pas les blâmer. Ce n'est pas un combat. C'est un anéantissement industriel. 3 octobre 1944. J+18. La logistique des opérations de tir soutenu de calibre 50 sur Peleliu révéla toute l'ampleur de la supériorité industrielle américaine. Les officiers d'approvisionnement des marines avaient initialement calculé les besoins en munitions sur la base d'un emploi conventionnel, soit environ 200 cartouches par arme et par jour. La réalité avait dépassé les projections par un facteur de 10. Le major Gerald Thompson, officier d'artillerie divisionnaire, documenta dans son rapport que les M2 tiraient en moyenne 2000 cartouches par arme et par jour. Les 48 M2 de la division consommaient 96 000 cartouches quotidiennement, près de 1,5 million par semaine. Cela dépassait la consommation de munitions de fusil de toute la division. La chaîne d'approvisionnement soutenant cette puissance de feu démontrait des capacités que les forces japonaises ne pouvaient même pas concevoir. Les Liberty Ships arrivant à Peleliu transportaient des cargaisons dédiées de munitions de calibre 50. Des bataillons de construction de la Navy avaient établi des dépôts de munitions à moins de 400 mètres des lignes de front. Des équipes d'approvisionnement faisaient des allers-retours continus souvent sous le feu japonais pour s'assurer que les servants des M2 ne manquent jamais de munitions. Chaque cartouche de calibre 50 représentait un produit industriel complexe. Le laiton des douilles venait du Montana, la poudre sans fumée du Tennessee, les projectiles étaient usinés dans le Midwest. L'ensemble était assemblé à Lake City, transporté par train vers la côte ouest, expédié à 8000 km à travers le Pacifique et livré aux tireurs des marines. Le tout en quelques semaines. Les forces japonaises n'avaient aucun système équivalent. Leurs munitions étaient transportées par des navires qui tombaient de plus en plus victimes des sous-marins américains.
Les pénuries étaient devenues critiques. Les communications japonaises interceptées ordonnaient une discipline de tir stricte rafale de 10 coups maximum, tirés uniquement sur des cibles confirmées à moins de 300 mètres. Les tireurs de M2 américains ne connaissaient aucune de ces restrictions. Le sergent d'état-major Robert Patterson écrivit dans son journal « Nous tirons avec les 50 comme si nous possédions le stock mondial de munitions. » Parce que c'est le cas. Hier, ma section a tiré 3400 cartouches. Le feu de riposte japonais était sporadique, peut être 200 coups au total. Ils sont à court de tout. Nous ne sommes à court de rien. L'arithmétique industrielle était dévastatrice. Les usines américaines produisaient plus de munitions de calibre 50 en une seule journée que les arsenaux japonais en une semaine. La conclusion mathématique était inévitable. La capacité industrielle américaine se traduisait directement en une supériorité tactique que le courage et la préparation japonais ne pouvaient surmonter. Les armes du diable étaient alimentées par un système industriel contre lequel les forces japonaises n'avaient aucune parade. Nous avons consacré beaucoup de temps à la préparation et à la narration de cette histoire. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte énormément pour nous. Maintenant retournons au récit. 27 novembre 1944. Peleliu était officiellement sécurisé depuis 3 semaines. La section de renseignement des marines avait commencé l'interrogatoire systématique des 302 prisonniers japonais, fait durant la campagne, un nombre sans précédent qui dépassait le total de toutes les batailles insulaires précédentes du Pacifique. Le sergent technique Kenneth Watanabe, un Américain d'origine japonaise de 2e génération, mena des entretiens qui fourniraient l'évaluation la plus détaillée des perspectives japonaises. Le soldat de première classe Koji Tanaka, capturé le 15 octobre, livra un témoignage documenté dans un rapport de renseignement classifié. Son récit révéla la dévastation psychologique de faire face au feu continu du calibre 50. « Le son arrive avant la mort », déclara Tanaka dans sa transcription d'interrogatoire. Nous l'appelions Akuma no Unari, le grondement du diable. On pouvait l'entendre sur tout le champ de bataille. Quand il commençait, tout le monde savait que quelqu'un était en train de mourir. L'arme tirait sans s'arrêter. Nos murs tremblaient, se fissuraient, et finalement cédaient. La poussière de corail emplissait tout. Nous ne pouvions ni voir, ni respirer correctement. Le son était à l'intérieur de nos têtes, détruisant notre capacité à penser clairement. Le rapport de Watanabe nota que Tanaka se mit à trembler visiblement en décrivant le son distinctif de l'AM2, suggérant un traumatisme psychologique aigu. Le caporal Hideaki Yoshida, instructeur de mitrailleuse avant son déploiement, fournit une analyse tactique encore plus détaillée. Notre entraînement nous apprenait que les mitrailleuses tirent par courtes rafales. Les armes du diable américaines violaient tout ce que nous savions. Elles tiraient continuellement pendant des minutes. Nous pensions que c'était impossible. Les canons auraient dû lâcher. Les munitions auraient dû s'épuiser. Mais le feu ne s'arrêtait jamais. Nous avons compris que les Américains possédaient une capacité industrielle au-delà de notre entendement. Nos positions les plus fortes sont devenues des pièges, ajouta-t-il. Les murs que nous avions construits pour nous protéger sont devenus des prisons. Quand les armes du diable visaient nos positions, nous avions 2 choix: rester et mourir quand les murs s'effondreraient, ou évacuer et mourir sous les tirs de fusil. Beaucoup d'hommes ont choisi l'évacuation car la mort par un fusil semblait plus honorable que d'être enterré vivant. Le lieutenant Masao Fujimoto, l'officier le plus haut gradé à survivre, admit « La stratégie du colonel Nakagawa était parfaite pour un combat conventionnel. Chaque calcul était correct, sauf un. Nous n'avions aucune donnée sur les mitrailleuses lourdes américaines. Lorsque ces armes ont été employées contre nous, tout notre plan défensif est devenu obsolète en quelques jours. J'ai soumis 3 demandes de conseil tactique. Il n'existait aucun conseil. Ces armes dépassaient simplement notre capacité à les contrer. » Le témoignage de Fujimoto comprenait un aveu dévastateur. Dès la 3e semaine, mes hommes abandonnaient leur position non par lâcheté, mais parce que rester signifiait une mort certaine, sans aucun but tactique. Quand on ne peut plus se battre efficacement, continuer à mourir ne sert aucun objectif militaire. Cette prise de conscience s'est propagée dans toute la garnison. Les armes du diable avaient vaincu notre esprit avant de tuer nos corps. Les transcriptions d'interrogatoires conservées dans les archives nationales documentaient une victoire psychologique complète qui avait précédé la victoire tactique. La M2 n'avait pas seulement détruit les positions japonaises, elle avait détruit la confiance des Japonais dans leur propre doctrine défensive.
Décembre 1944 à mars 1945. Les leçons tirées de l'emploi de la M2 à Peleliu se répandirent rapidement. Le major général Roy Geiger, commandant le 3e corps amphibie, publia une directive tactique le 12 décembre 1944, basée entièrement sur les observations de Peleliu. La directive exigeait une augmentation de la dotation en M2 pour toutes les divisions, spécifiait des ratios minimums d'une M2 par compagnie de fusiliers et de manière significative autorisait une dépense de munitions illimitée pour les armes de calibre 50. L'impact fut immédiat. La 4e division de marine se préparant pour Iwo Jima vit sa dotation en M2 passer de 48 à 72 armes. La 1e division de marine se réorganisant pour Okinawa fut dotée de 84 M2. À travers le Pacifique, les divisions de marine se transformaient en formations à puissance de feu lourde centrée sur la capacité dévastatrice de la Browning de calibre 50. Des programmes de formation évoluèrent. Camp Pendleton en Californie établit une école de tir M2 dédiée en janvier 1945. Le programme développé par des vétérans de Peleliu mettait l'accent sur les techniques de tir soutenu l'engagement à longue portée et l'emploi psychologique de l'arme. Le manuel d'instruction du sergent-artilleur Edward Harrison, un vétéran de Peleliu, commençait sans détour. L'AM2 Browning n'est pas simplement une plus grosse mitrailleuse. C'est une arme psychologique qui détruit la volonté de l'ennemi aussi efficacement qu'elle détruit ses positions. Le 26 mars 1945, l'évaluation stratégique finale de l'emploi de la M2 fut achevée par le Conseil de l'équipement du Corps des Marines. Le rapport de 247 pages fournissait une analyse quantitative de ce que les marines de première ligne avaient vécu. L'analyse statistique était écrasante. Au cours des 73 jours de la campagne de Peleliu, les 48 M2 avaient tiré environ 8 millions de cartouches. Elles étaient directement créditées de la neutralisation de 387 positions fortifiées, soutenant des avancées qui avaient réduit les pertes américaines d'environ 40% par rapport aux projections. Mais les chiffres seuls ne pouvaient capturer le véritable impact. Le capitaine James Hartley, qui avait commandé une compagnie de fusiliers, témoigna « La 50 a changé notre façon de nous battre. Avant Peleliu, prendre d'assaut des positions fortifiées signifiait accepter de lourdes pertes. L'AM2 a changé ce calcul. Nous pouvions réduire les positions à des distances sûres. Nous pouvions briser la volonté de l'ennemi avant de risquer nos hommes. Elle a sauvé des vies, nos vies, d'une manière que les statistiques ne peuvent pas exprimer pleinement. » Les évaluations psychiatriques menées par les médecins de la Navy confirmèrent cette dimension. Le taux de fatigue de combat dans les unités d'infanterie soutenues par le feu des M2 était 30% plus bas que dans les unités sans un tel soutien. La présence de l'arme offrait une sécurité psychologique qui réduisait les pertes dues au stress aussi efficacement qu'elle réduisait les pertes au combat. Les perspectives japonaises recueillies lors d'interrogatoires d'après-guerre confirmèrent les évaluations américaines. Lorsqu'on leur a demandé d'identifier l'arme américaine la plus redoutée, 73% des vétérans de l'infanterie japonaise ont mentionné les mitrailleuses lourdes, un pourcentage plus élevé que pour l'artillerie, les chars ou les avions. Le colonel Tadashi Nakano, un officier d'état-major du Grand Quartier Général Impérial, témoigna en 1946 avec une franchise remarquable. Les mitrailleuses lourdes américaines représentaient tout ce que nous ne pouvions égaler: capacité industrielle, munitions illimitées, capacité de tir soutenue et puissance destructrice. Nos soldats les appelaient des armes du diable, non pas parce qu'elles étaient particulièrement cruelles, mais parce qu'elles semblaient surnaturelles. Comment des armes pouvaient-elles tirer continuellement pendant des minutes? Comment les réserves de munitions pouvaient-elles ne jamais s'épuiser? Ces armes démontraient la supériorité matérielle américaine plus clairement que tout autre système. L'héritage de l'emploi de la M2 à Peleliu s'est étendu bien au-delà de la guerre du Pacifique. L'arme est restée en service en Corée, au Vietnam, en Irak et en Afghanistan, devenant la mitrailleuse ayant la plus longue durée de service de l'histoire militaire. Aujourd'hui, les grottes de Peleliu portent encore les cicatrices des tirs de calibre 50. Des vétérans japonais et américains sont retournés ensemble sur ces champs de bataille. Lors d'une réunion en 2024, un des derniers défenseurs japonais survivants, Yuki Nakamura, 98 ans, se tenait à côté de l'ancien sergent des Marines William Davis, 99 ans, devant une position M2 préservée.
Par l'intermédiaire d'un traducteur, Nakamura a dit simplement « Cette arme a changé la guerre. Nous avions le courage. Vous aviez ceci. » Le courage ne suffisait pas. Davis hocha lentement la tête, sa main posée sur le récepteur de la M2, et répondit « Nous l'appelions la 50. Vous l'appeliez l'arme du diable. » Nous avions tous les deux raison. La bataille de Peleliu a démontré une vérité fondamentale de la guerre industrielle moderne, une technologie supérieure soutenue par une production industrielle illimitée crée des avantages sur le champ de bataille que l'habileté tactique et le courage personnel ne peuvent surmonter. Les soldats japonais qui ont fui leur position n'étaient pas des lâches. Ils étaient des réalistes confrontés à une certitude mathématique. Sur environ 10 500 défenseurs japonais, près de 10 000 sont morts. Seuls 302 se sont rendus, un chiffre sans précédent directement attribué à la puissance de rupture psychologique d'armes, comme la M2. Les forces américaines ont subi 1 794 tués et 8 010 blessés. Sans l'efficacité dévastatrice de la M2, les planificateurs des marines estimaient que les pertes auraient dépassé 15 000. Aujourd'hui, le tonnerre du calibre 50 résonne encore sur les champs de tir militaires du monde entier. L'arme que les soldats japonais appelaient Akuma no Buki, l'arme du diable, reste en service 8 décennies plus tard. Un témoignage du génie de John Mose Browning et de la puissance industrielle américaine qui a transformé à jamais les mathématiques du champ de bataille. L'héritage n'est pas seulement mécanique, c'est la leçon que dans la guerre industrielle, le camp qui peut délivrer plus de puissance de feu plus constamment avec de meilleures chaînes d'approvisionnement l'emportera. Le rugissement du diable disait une vérité que les défenseurs de Peleliu ont apprise à un coût terrible. Le courage et la préparation comptent, mais c'est la supériorité industrielle qui décide des guerres modernes. Cette histoire vous a-t-elle interpellé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et pour ne manquer aucune de nos explorations dans les pages méconnues de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner